Bienvenue dans le débat. Donald Trump, inculpé par la justice fédérale. L'ancien président doit comparaître devant un tribunal de Miami ce soir à 15h heure locale, 21h heure de Paris. Il est le premier ancien chef d'État américain à faire face à la justice fédérale. Inculpé pour avoir conservé des documents secret défense, Trump est visé par 37 chefs d'inculpation. Il devrait plaider non coupable. À Miami, les autorités sont en alerte car la rhétorique violente des partisans de Trump fait craindre des débordements. Certains élus républicains évoquent un acte de guerre. Donald Trump a écrit sur son média social Truth qu'il s'agissait de la plus grande chasse aux sorcières de tous les temps. Alors on va revenir justement sur ces 37 chefs d'inculpation. Comment Trump va-t-il se défendre? Que risque-t-il? Faut-il craindre des débordements du côté de ses partisans? Quel est l'impact sur la campagne présidentielle 2024? Eh bien, on va en parler avec mes invités. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés James Cohen. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes porte-parole des démocrates abroad en France, également professeur à l'université Sorbonne Nouvelle. Bienvenue à vous. En face de vous, Nicolas Canquer. Bonsoir. Vous êtes porte-parole de Republican Overseas France. Bienvenue également. Nous avons Sébastien Natrol avec nous. Bonsoir. Vous êtes journaliste indépendant, spécialiste de droit américain. Bienvenue. Et puis Christine Zumelo, bonsoir, professeure de civilisation et politique américaine à l'Université de Paris 3, Sorbonne Nouvelle. Bienvenue. Vous pouvez réagir tout au long de cette émission sur le hashtag débat F24 sur les réseaux sociaux. Sachez que c'est un peu l'audition de tous les dangers pour Donald Trump, la plus risquée probablement pour l'ancien président. On fait d'abord un point en images avec Jules Boiteau. Après n'avoir jamais reconnu sa défaite, il a voulu garder quelques souvenirs de la Maison-Blanche. Parmi les 37 chefs d'accusation énoncés dans ce document de 49 pages, Donald Trump est inculpé pour rétention illégale d'informations portant sur la sécurité nationale. L'ancien président américain est accusé d'avoir emporté des centaines de documents classés secret défense qu'il n'avait pas le droit de conserver après avoir quitté ses fonctions. Des documents stockés à son domicile de Mar-a-Lago en Floride, dans des zones non sécurisées, comme ici sur le sol d'une salle de bain. Les documents compilés à l'origine par la CIA, la NSA et le ministère de la Défense contenaient des informations sur les programmes nucléaires des États-Unis, les satellites espions et la capacité de défense et d'armement de l'armée américaine et des gouvernements étrangers. Certaines pièces du Pentagone décrivent même un plan d'attaque potentiel. Une manne d'informations ultra confidentielles que Donald Trump est ensuite accusé d'avoir caché aux enquêteurs du FBI. L'ancien chef d'État aurait demandé à son assistant personnel, lui aussi inculpé, de déplacer les boîtes pour les cacher ou de détruire les preuves. Les enquêteurs détiennent des conversations entre Trump et ses avocats concernant les investigations. Que se passe-t-il si nous ne répondons pas du tout ou si nous ne rentrons pas dans leur jeu ? Ce ne serait pas mieux si nous leur disions simplement que nous n'avons rien ici ? Enfin, l'ancien président est soupçonné d'avoir révélé les documents à 2 reprises dans son golfe du New Jersey à des personnes n'ayant pas besoin d'en connaître. Donald Trump rejette toutes ces accusations qu'il décrit comme une chasse aux sorcières politiques. Il a d'ores et déjà promis de poursuivre sa campagne présidentielle. Voilà, et on va voir cet acte d'accusation de 49 pages. On va le regarder parce que c'est vrai que 49 pages d'un document avec ces 37 chefs d'inculpation, c'est tout de même impressionnant. Sébastien Natrol, puisque vous êtes un peu le juriste de ce plateau, on peut dire d'abord que c'est inédit, un président inculpé devant la justice fédérale. Alors tout d'abord, je tiens à préciser que je ne suis pas juriste, je suis effectivement journaliste et je me spécialise sur les sujets liés au droit américain, mais je ne suis pas juriste. D'accord. Mais effectivement, c'est la première fois qu'on voit un ancien président des États-Unis mis en examen au niveau fédéral. Et oui, les charges retenues contre lui, là, sont extrêmement lourdes. Il risque de nombreuses années de prison s'il était condamné. Et maintenant, il s'agit de savoir comment l'ancien président va se défendre. Alors justement, comment va-t-il se défendre? C'est un petit peu la question, je vais vous la poser à tous. James Cohen, si la moitié est vraie, Trump est cuit. C'est ce qu'a dit William Barr, son ancien ministre de la Justice. Son propre ministre de la Justice l'a dit. Sur Fox News. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Il va pouvoir se défendre? Difficilement, si le procès est bien mené. On va être très vigilant à ça, n'est-ce pas? On sait maintenant quel juge a été nommé pour mener ce procès et il y a quelques raisons de s'en méfier.
Oui, alors pourquoi justement on s'en méfie? Parce qu'elle a été nommée par Trump justement, cette juge, Aileen Cannon. Pas seulement, mais c'est aussi par son manque absolu d'incompétence reconnu par ses propres juges supérieurs qui sont aussi républicaines qu'elle, mais qui l'ont reconnue absolument incompétente dernièrement, quand elle a essayé de ralentir l'enquête sur l'affaire l'année dernière, à partir du mois d'août de l'année dernière. C'est elle qui a tenu à ce qu'on nomme un special master, une sorte de sage qui était là à faire on ne sait pas trop quoi pour perdre quelques semaines ou quelques mois. Mais elle donc en fait, ça pourrait avoir un impact sur la procédure. Cette juge, si elle n'est pas bien encadrée, si elle ne respecte pas la loi, si elle est plus partisane et idéologique qu'autre chose, l'affaire pourrait traîner en longueur et il y aurait un favoritisme. Mais je pense que j'ai du mal à croire qu'elle va oser. Nicolas Canker, comment va-t-il se défendre, Donald Trump? Vous pouvez réagir? Déjà, on voit un peu un manque de confiance dans les institutions, dans la justice américaine. Dans cette juge en particulier. Ça pour dire que effectivement, ça a été amené à une extrémité où il y a un conseiller spécial qui a été nommé au niveau fédéral. Donc ça, c'est pas forcément quelque chose qui aurait été souhaitable. Mais en revanche, que chaque citoyen, ancien président ou futur candidat à la Maison-Blanche puisse avoir une défense comme lors d'un procès qui lui a tenté, ça paraît tout à fait Mais comment vont-ils le défendre, les avocats de Donald Trump? Parce qu'en fait, on voit bien sur les images, bon d'abord, ces 37 chefs d'inculpation, c'est quand même important. On voit bien que ce sont des documents classifiés et on les voit physiquement, en photo. Il y a aussi des enregistrements. Oui, c'est intéressant d'entrer dans les détails de l'affaire. Entre toutes les personnes qui sont mises en cause pour des mauvaises manipulations de documents classifiés, il y a une seule personne qui aurait pu les déclassifier, c'est bien Donald Trump, parce que c'est le seul qui en a le pouvoir du temps où il était à la Maison-Blanche en tant que chef de l'exécutif. Maintenant, sa défense, elle va être... est-ce qu'il y avait une intention ou non de dissimuler? On le verra. En tout cas, je pense que... il y avait une intention ou pas, Christine Zumelo? Parce qu'en fait, Donald Trump, d'abord, pourquoi est-ce qu'il n'a pas rendu ces documents? C'est quand même la question qu'on peut se poser. Je pense qu'il faut quand même faire attention de ne pas se lancer dans une espèce de politique fiction, de procès-fiction qui n'a pas encore lieu, qui n'a pas encore eu lieu. Ce qui rend les choses peut-être encore plus difficiles aujourd'hui, c'est que Trump n'est plus une personne privée, n'est pas une personne privée, n'est pas redevenu une personne privée, puisqu'il est candidat d'une part à la candidature pour l'élection présidentielle de 2024. Donc c'est évidemment ce poids-là qui pèse sur l'issue de ce que l'on va entendre. Mais plus que dans les autres affaires demain. Cette fois, plus que dans les autres affaires. Semble-t-il. Alors justement, sur ce juge, sur Aileen, vous êtes d'accord avec ce que vient de dire justement James Cohen, qu'elle pourrait avoir un impact, elle pourrait être biaisée? Elle le pourrait, parce que comme l'a rappelé Jim Cohen, l'an dernier, c'est bien Aileen Cannon qui a nommé un Special Master pour étudier les documents qui avaient été retrouvés chez Donald Trump. Donc c'était une manière pour elle de jouer la montre, et la Cour d'appel pour le 11e circuit avait invalidé la décision d'Aileen Cannon en disant que, donc alors ça c'est un petit peu technique, mais qu'elle n'avait pas d'equity jurisdiction. Donc elle n'avait pas le pouvoir de faire cela, parce qu'en droit américain, cette procédure-là, c'est pour redresser un tort. Et donc la Cour du 11e circuit a dit qu'il n'y avait pas de tort particulier, que le président n'était pas au-dessus de la loi et qu'il n'y avait pas de raison de nommer un special master pour ces documents. Donc qu'est-ce que ça veut dire en fait? Quelle peut être la conséquence de ça? Alors la conséquence, c'est qu'elle pourrait sélectionner des jurés, en écarter certains. Elle pourrait continuer à jouer la montre. Donc elle pourrait très bien être biaisée. Après, là où je rejoins Nicolas, c'est qu'il faut quand même garder confiance dans les institutions, que les juges fédéraux sont nommés à vie. Donc c'est justement pour garantir l'indépendance. Et on l'a vu avec les 3 juges nommés par Trump à la Cour suprême qui ne sont pas inféodés à l'ancien président. Et on sait que la Cour suprême, elle est quand même plutôt plus à droite qu'auparavant, plus conservatrice. Droite, mais dans toutes les affaires qui concernent Donald Trump, les 3 juges ne se sont pas rangés de son côté. Donc en fait, elle pourrait tout de même être plus impartiale que prévu. James Cohen, est-ce que la décision va être prise avant l'élection de 2024? Est-ce qu'il va y avoir un jugement avant, ou est-ce que là, effectivement, on débat d'un cas qui finalement sera post-l'élection? Probablement pas, mais on peut le souhaiter. Le procureur spécial lui-même le souhaite. Il veut aller vite et il faudrait évidemment, si jugement il y a dans les mois à venir, il faudrait que ce soit suffisamment avant les élections pour ne pas avoir l'air d'empiéter sur la période des élections. Sur la campagne. Oui, ce qui est déjà un petit peu le cas. Ce qui est le cas. Donc, mais il y a une chance que le jugement soit rendu plutôt après l'élection. Indépendamment des affaires de timing, on voit aujourd'hui qu'a été révélé les chefs d'inculpation
Donc là, c'est l'attaque. Maintenant, on va pouvoir assister à la partie de la défense. Et potentiellement, est-ce que Donald Trump dispose dans son jeu d'atouts suffisamment puissants pour battre les chefs d'accusation qui lui sont faits? On le verra, mais encore une fois, on ne peut pas tomber dans une espèce de procès-fiction avant de savoir quelles vont être la défense retenue par Trump et ses avocats. On a quand même une petite idée sur la défense. Hein. Manifestement, ses avocats veulent évoquer le fait qu'il n'était pas le seul à avoir des documents classifiés. Il y en a deux qui ont démissionné hier. Voilà, que Joe Biden voilà, avait également eu accès à des documents classifiés, sauf que Joe Biden avait rendu ces documents. Ce serait ça la différence? Je pense qu'une question importante qui est tout à fait liée à la question importante que vous posez, c'est l'effet d'un procès éventuel sur les électeurs de Donald Trump. Voilà, et il semble-t-il on va y revenir après. Un certain nombre d'électeurs ne sont pas dégoûtés, pour utiliser un mot très très fort, de Donald Trump, des partisans de Donald Trump, malgré ce début de procès. Donc c'est intéressant de voir... Et même s'il est reconnu coupable, c'est intéressant de voir ce qui va leur arriver. C'est Trump face à la Constitution, à votre avis, Sébastien Natrol, ce à quoi on assiste aujourd'hui? C'est-à-dire que si le président, de toute façon, même s'il venait à être condamné, il faut savoir qu'il pourrait tout de même se présenter. Après, comme ça a été dit, les électeurs ne sont pas franchement dégoûtés par Donald Trump. Ils seraient disposés à voter pour un candidat en prison, oui, possiblement. Après, il n'y a pas de barrière constitutionnelle à ce que Trump se présente, même s'il venait à être condamné. Même s'il était condamné, même s'il est en prison, hein, James Cohen, vous confirmez, il peut toujours se présenter. C'est le cas. Il n'y a rien dans la Constitution qui l'empêche, à ma connaissance. On ne veut pas en arriver là. Je pense que si on avait affaire à un parti politique normal, il songerait à retirer un tel candidat qui est inculpé de charges graves et il va y en avoir d'autres plus tard dans l'année dans un parti. Un parti normalement constitué dans un régime démocratique ne promouvrait pas un candidat de ce style. Mais la Constitution, en tout cas, ne l'interdit pas, c'est-à-dire qu'on peut être en prison. Voilà. Et quelles seraient les conditions pour qu'il soit inéligible? Savoir qui est un bon parti ou non, c'est quand même le Parti démocrate qui a présenté 2 fois Hillary Clinton, qui a été reconnu coupable, même si les poursuites n'ont pas été abouties, sur le stockage et la destruction d'emails stockés sur des serveurs privés. Donc c'est un peu... Cette équivalence qui est en train d'être mise aujourd'hui, hein, c'est-à-dire que... C'est vous qui faites l'équivalence. James Comey n'a pas poursuivi à l'époque cette secrétaire d'État qui, elle, n'avait absolument aucun droit de pouvoir déclassifier ces documents qui étaient tout aussi confidentiels. Donc sans vouloir faire de comparaison... ça va être un argument de la défense de Trump. Hein. Oui, bien sûr, mais Joe Biden lui-même s'en réclame. On l'a vu, il avait des archives juste à côté de sa Corvette dans son garage. Mike Pence... Il a tout rendu. C'est ça, il a rendu. Bien sûr, mais ça n'enlèvera rien au fait que vous aviez quand même des documents sur lesquels vous n'aviez pas les droits de les déclassifier, et encore moins qu'ils soient à proximité de votre Corvette, auquel tout le monde puisse avoir accès très facilement, parce que ce n'était pas un établissement supervisé et qui avait l'accréditation pour pouvoir stocker des documents. Si vous voulez parler de Corvette, parlons aussi des toilettes à Mar-a-Lago. Hein. Oui, parce que donc on trouvait des documents cachés dans des endroits très très curieux. Hein. Les documents donc pris et photographiés, hein, installés dans la salle de bain. Et puis surtout, il y a tout de même un certain nombre d'interviews, d'entretiens entre Donald Trump et un certain nombre de ses amis à qui il dit clairement que ce sont des documents secret défense. Donc ça pourrait peser contre lui, Sébastien Natrol. Ah oui, évidemment, avoir conservé des documents secret défense, il y a un chef d'inculpation qui est prévu pour ça. Donc il peut être condamné en conséquence et condamné assez lourdement, par ailleurs. Christine Zumelo, hein, parce que là, on sait qu'il savait que c'était secret défense, justement, hein, qu'ils ne sont pas déclassifiés, ces documents, d'après ces entretiens. Il faut se garder de l'invective, et je crois qu'on attend tous avec grande impatience demain et après-demain pour voir quelle est l'issue de ce qui va se passer avec Trump aujourd'hui à 3h de l'après-midi, heure de Floride. Donc on a vraiment besoin d'avoir cette clé pour pouvoir essayer de prendre une route qui ne soit pas trop hésitante, en fait, hein, sur les hypothèses. Les partisans, en tout cas, de Donald Trump ont une rhétorique assez violente. On va écouter Carrie Lake. Carrie Lake, c'est une candidate républicaine au poste de gouverneur de l'Arizona, qui avait été d'ailleurs défaite, hein, mais qui avait refusé de reconnaître sa défaite à l'époque. Et on va l'écouter. Si vous voulez atteindre le président Trump, vous allez devoir me passer sur le corps et passer sur le corps de 75 millions d'Américains.
Et je vais vous dire, la plupart d'entre nous sommes membres de la NRA. Appel à la violence? C'est ce que vous dites, c'est un appel à la violence. Non, mais c'est invraisemblable. C'est l'extrême droite sans complexe. Qu'est-ce que ce parti est devenu? Si elle est pressentie comme candidate à la vice-présidence avec Trump, qu'est-ce que ce parti est devenu? Regardez ça. Sébastien Natrol. C'est vrai que c'était... Non, mais sur le fait d'être ou non membre de la NRA, en soi, il n'y a pas d'appel clairement à la violence. Manifestement, ça rentre dans le cadre d'un discours de campagne à sa base. Donc voilà, elle entre en campagne aux côtés de Trump. Il n'y a pas de volonté de renverser un État quelconque. C'est juste de se dire qu'il y a une nécessité de pouvoir assurer la liberté d'expression qui est couverte par le premier amendement de la Constitution et qui est indispensable, indissocié du fait de pouvoir porter les armes. Ouais, elle dit entre nous sommes adhérents de la NRA, donc ce qui veut dire, Sébastien Natrol, que nous sommes armés. Enfin, c'est quand même effectivement un appel à un petit peu, c'est un peu éruptif, disons. Tout à fait. Alors, j'arriverai pas à départager Nicolas et Jim. Est-ce que c'est un appel à la violence? Bien malin qui pourra le dire. Après, je dirais qu'à la suite des événements du 6 janvier... C'est pas très apaisé, disons. C'est pas très apaisé et c'est pas très malin, après le 6 janvier, de sortir une phrase comme celle-là. Votre analyse, Christine Zumelo? Il faut rappeler qu'elle a été battue. Voilà, donc cette candidate de peu, mais quand même battue. Donc je pense que ça pose aussi une limite à la violence de ses propos. Le fait qu'elle ait été battue. Alors elle ne reconnaît pas sa défaite manifestement, et puis elle compte se représenter, j'imagine. Oui, sans doute. Alors, œil pour œil, c'est aussi œil pour œil, ça c'est ce qu'a tweeté le député d'Arizona, Andy Biggs. On va regarder son tweet, ça aussi c'est un petit peu dur. Et Donald Trump qui a écrit sur son média Social Truth qu'il s'agissait, je cite, de la plus grande chasse aux sorcières de tous les temps. Et voilà, donc nous sommes entrés dans un mode de guerre, dit le républicain Andy Biggs, œil pour œil. Donc là, c'est quand même... Comment est-ce que vous pourriez qualifier cela, James Cohen? Cela illustre parfaitement le propos que je viens de tenir sur ce parti qui n'est plus un parti démocratique avec un petit d. Pas un parti démocrate avec un petit d, qui ne respecte plus les règles de la démocratie et qui est tombé sous l'influence, sous l'emprise d'un leader qui incite les gens à ne pas tenir compte des résultats électoraux qui ne leur plaisent pas. Et il a une vraie influence sur une partie qui n'est peut-être même pas la majorité, mais une grosse partie des électeurs républicains. Et les autres, au sein de ce parti, n'osent pas lever le petit doigt ou exprimer la moindre contradiction contre lui. Ils sont rangés derrière lui. Il y a juste 11 candidats dans cette primaire qui s'ouvre. Je pense que là, on a assisté à un magnifique déballage d'éléments de langage absolument sans argument. L'idée, c'est de se dire... Est-ce que... Sans argument, mais significatif, peut-être. Non, dans le sens qu'il y a une volonté de pouvoir faire face. Et c'est quand même les démocrates qui ont fait exploser ce plafond de verre qui était de ne jamais inculper un ancien président. Là, l'ayant franchi, ça crée un précédent et vous allez nécessairement assister à ça. Ce ne sont pas les démocrates qui le font, c'est le département de justice qui le fait. Joe Biden ne sera plus dans la Maison-Blanche. Il aura à faire face à différentes affaires qui sont en cours d'instruction et dans lesquelles les comités républicains qui travaillent à l'heure actuelle ont des révélations qui nécessitera forcément qu'il soit lui-même inculpé. Mais qu'est-ce que vous voulez dire là, qu'en fait, il fallait que ça sorte? C'est ça que vous voulez dire? C'est-à-dire qu'en ayant franchi un peu ce saint des saints, ça va naturaliser le fait qu'on utilise, enfin comme on le fait les démocrates, on utilise l'impeachment comme un outil politique, on va inculper un ancien président parce qu'il représente le favori à la prochaine élection présidentielle. Donc tout ça, c'est des éléments qui, au final, n'avaient pas cours au préalable et qu'ont désormais... Ça va devenir Donc, en fait, ce que vous dites, c'est que c'est un autre procès politique. En fait, c'est ce que vous dites ce soir-là. On n'échappera pas à ce que Joe Biden et peut-être d'autres anciens présidents soient menés devant la justice à ce compte-là. James Cohen. Écoutez, c'est une... Tout ça est fondé, excusez-moi de le dire, sur du mensonge, parce qu'on est en pleine négation des charges qui pèsent contre Donald Trump, et vous faites comme si cela n'existait pas, et comme si c'était juste un innocent qu'on voulait accabler parce que c'est l'opposant qui... On va regarder, parce qu'on a les images en direct justement à Miami, non loin du tribunal. On l'attend. Donald Trump, il devrait arriver donc... là, c'est la résidence de Donald Trump. Donc, il va sortir de sa résidence avant effectivement de se rendre au tribunal, puisque rendez-vous est pris avec le juge dans 1h30, puisque donc dans 1h30, il va se retrouver devant le juge. Donc, on l'attend. Et il y a tout de même un climat, ce que nous disait notre correspondant sur place, un climat un peu compliqué, Christine Zumelo, justement dû à ces déclarations justement de ces différents partisans. Il y aura aussi des Proud Boys présents donc
à Miami, un climat un peu compliqué. C'est vrai qu'il y a un climat un peu incendiaire, donc extrêmement inquiétant, absolument. Je pense que ça pose aussi un certain nombre de questions pour les autres candidats républicains qui se sont déclarés aux primaires. Donc ils ont aussi du mal à savoir comment se placer par rapport à Donald Trump, puisque l'enjeu, c'est plus pour eux tant Donald Trump que ses électeurs. Donc comment se distancier de Trump, mais tout en essayant de rallier ses électeurs. Donc c'est ça aussi qui se joue au sein du Parti républicain aujourd'hui, jusqu'à la campagne des primaires qui commencera au début 2024. On voit justement ce cortège de voitures, donc Donald Trump va sortir, ou peut-être est-il déjà dans le cortège, donc en route vers le tribunal, un tribunal de Miami. Ce sont des images donc de chez lui, de son fameux golf. On parlait justement des candidats. On va continuer à les suivre en direct, ces images. Avant justement d'écouter Mike Pence, parce que c'est intéressant tout de même de voir la position de ces différents concurrents. Vous le disiez, ils sont 11 candidats côté républicain, dont Mike Pence, donc son ancien vice-président. Puis il y a également Chris Christie, l'ancien gouverneur du New Jersey, qui lui dénonce Nicolas Canker une conduite horrible de Donald Trump. Sur Fox News, il l'attaque directement. Oui, assurément. Il est libre de ses propos qui n'engagent que lui. Il est aussi à un niveau assez bas dans les sondages à l'heure actuelle. Il rentre dans la course, très bien. Quel est-ce qu'il en attend réellement de cette candidature ? Vous voyez qu'on est quand même dans un parti qui tolère le débat. Il y a plusieurs candidats qui s'expriment dans la primaire avec des attaques qui sont faites de part et d'autre. On est en campagne, donc personne ne se ménage. En attendant, c'est surtout Joe Biden qui peine à rentrer dans une optique de débat au sein de son propre parti en vue de éventuellement sa réélection ou de désignation d'un candidat démocrate. Donc lequel des deux partis est le moins ouvert au débat, vous l'aurez facilement deviné. Voilà, maintenant qu'on a vu le cortège sortir, on va écouter justement Mike Pence, le candidat à la présidentielle. Il ne s'agit pas seulement d'un jour triste, mais d'un jour troublant pour des millions d'Américains. Il invite à la division dans ce pays, ce à quoi on ne peut répondre que par des faits. Et je tiens à préciser, personne n'est au-dessus de la loi. Sébastien Latrobe, est-ce que justement il se bouscule un peu ? Alors, ils sont à la fois embarrassés et en même temps il dit bien personne n'est au-dessus de la loi. Donc finalement ils l'attendent un peu au tournant. Là ils se disent que peut-être que cette affaire-là, ça risque de lui coûter vraiment cher. Je pense que c'est ce que Mike Pence pense, c'est ce que d'autres républicains doivent penser. C'est que s'il venait être emprisonné, il y aurait peut-être une place qui se libérerait, sait-on jamais. Et Mike Pence, depuis l'attaque du 6 janvier, il essaie de se détacher de Donald Trump. Il l'avait suivi fidèlement. Et lorsque Trump avait demandé à Pence d'invalider les résultats de l'élection, Pence avait refusé de le faire et depuis, ça a été le divorce et je dirais qu'ils sont irréconciliables et que Pence attend beaucoup de ce procès. Vous n'avez pas l'air tout à fait d'accord, James Cohen. Bon, il a 2% d'intention de vote pour l'instant, Mike Pence, donc il est très très loin derrière. Le pauvre Pence est un peu schizophrène parce qu'il n'arrive pas à se démarquer complètement de Trump. Il le dénonce parfois pour son irresponsabilité et il a bien fait de le faire le jour où ça comptait. Mais depuis, ses prises de distance sont un peu molles aussi. C'est-à-dire qu'il veut rester près du peuple trumpiste, pas trop les aliéner. Donc, il ne va pas revenir sur le grand mensonge opéré par Trump à propos des vrais résultats des élections de novembre 2020, par exemple. Ça, il ne touche pas. Pour l'instant. Mais peut-être que ça pourrait changer, ça, lors des primaires. Peut-être que, justement, il pourrait témoigner contre Donald Trump, contre d'une manière ou d'une autre, il faudrait que la culture politique au sein du Parti républicain change un de ces jours. Je ne sais pas trop comment, mais il faudrait les bousculer. Est-ce que justement ça a vraiment changé au sein du Parti républicain ? Le Parti républicain, il est devenu trumpiste, ce parti ? Non, justement, je vais vous expliquer. Le Parti républicain est considéré comme a big party tent, c'est-à-dire une grande tente, très simplement, dans laquelle il y a plusieurs courants qui s'engouffrent. On a des gens qui sont plutôt conservateurs sur les questions morales. Il y en a d'autres qui sont plutôt attachés un peu au rayonnement des États-Unis de la part de la puissance étrangère, et d'autres qui sont plus sur l'aspect libertarien, qui est une des ramifications assez faible du gouvernement. Et il y a de la place pour chacun de ces candidats. Certains se marchent un peu sur les pieds, ils sont dans le même couloir, mais l'enjeu, c'est d'arriver à réunir ce parti, et le peuple républicain. Mais pour l'instant, il est quand même plus unifié derrière Trump. Donald Trump a réussi en 2016. Est-ce que lui, il parviendra à nouveau aujourd'hui ? Est-ce qu'il y aura d'autres candidats qui seront mieux à même de le faire ? Et je pense que tous les électeurs républicains vont se mobiliser pour déterminer non seulement le candidat qui est le plus à même de défendre et de réunir le parti, mais celui qui est à même de récupérer la Maison-Blanche face à Joe Biden. Christine Zumelo, est-ce que finalement ça va encore profiter
parce que pour l'instant, les différentes affaires de Donald Trump lui ont plutôt profité parce qu'il fait son show en même temps. Est-ce que celle-ci pourrait encore lui profiter? Est-ce que ça va être encore le Donald Trump show? Je pense que ce serait intéressant de voir aussi, de dire quelques mots sur la Floride. Là, on est en train de parler de ce procès qui peut-être va se tenir en Floride. Et la Floride, c'est quand même l'État du gouverneur DeSantis, qui est l'un des opposants, semble-t-il, assez oui, les candidats déclarés, virulents, tout à fait déclarés. C'est l'un des premiers candidats à être déclaré donc contre Trump, enfin en tout cas. 25%, je crois, d'intention de voilà, vote. Donc c'est aussi un État pivot, c'est un État important pour les démocrates et pour les républicains. C'est l'État de Bush versus Gore, dont tout le monde se souvient. Donc c'est aussi un État extrêmement sensible pour les démocrates et pour les républicains, la Floride. Donc je pense que c'est très intéressant de voir ce qui va se passer. Ça donne des messages, je pense, pour un certain nombre d'autres États, puisque les élections primaires se passent dans des États. Donc évidemment, donc là, ça aura un impact, vous pensez, sur l'électorat en Floride, ce qui va se passer. Tout à fait. Et on va voir donc les ripple effects, les espèces d'ondes qui vont se propager suite à la lecture de la Floride des événements là qui sont en cours, qui sont devant nos yeux. On est en train de voir les voitures circuler. C'est assez impressionnant, je dois dire. Et pourquoi vous dites que c'est impressionnant? C'est l'importance du cortège. Oui, la rue déserte. Voilà, je pense que ça donne quand même le poids de la gravité de ce qui est en train de se passer. Sébastien Natrol, parce que c'est vrai qu'en plus, il y a un dispositif de sécurité particulier, parce que comme on l'a dit, il y a des Proud Boys, un certain nombre de partisans qui ont dit qu'ils étaient armés, donc on ne sait pas si ça va être si calme que ça, à la fois l'arrivée de Donald Trump et puis la sortie. Parce que manifestement, il va faire ensuite il va rentrer chez lui et ensuite il fera un discours. Oui, il va faire son discours, certainement parler à nouveau de chasse aux sorcières, de justice instrumentalisée. Après, comme il ne va rien se passer de très concret à l'issue de sa présentation devant le tribunal, il ne sera pas condamné tout de suite ou quoi que ce soit, oui, il y a des manifestants, il y a des Proud Boys qui pourraient éventuellement créer quelques échauffourées. Vous avez l'air d'en douter, en tout cas. Oui, parce que étant donné qu'il ne va rien se passer de concret, c'est pas demain matin qu'on apprendra que Trump est mis en prison. Je ne pense pas qu'il y ait vraiment de gros mouvements de foule. Est-ce que ça va nuire tout de même à sa réputation, à James Cohen? Ou est-ce qu'au contraire, là encore, la même question, est-ce que ça va lui profiter? Pour ceux qui savent déjà qui sont les Proud Boys, et pour ceux qui savent à quel point Trump a du mal à se démarquer de groupes de ce genre, vous voyez, c'est... Vous pensez que ça risque de nuire à son image? Enfin, en tout cas, Disons que le pays est extrêmement divisé et polarisé autour de l'image de Trump et des accointances de Trump, etc. Et plus on sait à quel point il tient à rallier avec lui tout un mouvement avec comme fer de lance des groupes comme les Proud Boys, qui sont des vrais néofascistes, plus on est obligé de s'en démarquer parce qu'on n'est plus en démocratie. Donc vous pensez je parle pour ce secteur-là de la population. Les autres prennent leurs responsabilités, mais je pense que là, on n'est pas sorti du danger de 2020 avec Trump. Je pense que à chaque fois, c'est limite, c'est ça que vous voulez dire. On est sur une espèce de ligne de crête. Pour un avis plus nuancé, c'est-à-dire que même au sein du Parti républicain, quand on voit un ancien président et qui aspire à cette nouvelle fonction, on se dit que manifestement, si ce qui est dans l'acte d'inculpation est vrai, il y a des choses très sérieuses. On se demande, mais on sait que Donald Trump est un peu fouillé, on le voyait tweeter à tout va, et que le job le plus dur aux États-Unis, à la blague, c'est quand même d'être son avocat. À chaque fois, il va dire des déclarations ou des contre-déclarations. C'est impossible de le canaliser. Donc effectivement, s'il y avait un fond véritable dans ces inculpations et qu'il venait à être rendu coupable, ça aurait une onde de choc, mais fracassante, au sein du Parti républicain, où il y aurait un détournement massif des voix du candidat Trump vers un autre candidat. C'est indéniable. C'est indéniable. C'est ce que vous êtes d'accord avec ce qui vient d'être dit? Ouais. Je crois qu'effectivement, c'est agréable de l'entendre de votre part. De voir qu'effectivement, il peut y avoir cet effet négatif si effectivement les nombreux chefs d'inculpation sont effectivement mis en évidence. C'est ce qu'attendent ses concurrents. Le pire dans l'histoire, c'est que c'est un contre son camp magistral infligé par lui-même. Tout ça, on n'en serait pas là si lui-même n'avait pas récupéré ses archives, les avait pas stockées, comme vous l'avez dit, dans sa salle de bal, dans sa salle de bain. La vérité. Donc, non mais c'est factuel. Est-ce qu'il cherche à dessein à attirer l'attention sur lui? Est-ce qu'il a peut-être plus d'un atout dans sa manche? Qui sait? Est-ce qu'il y a une volonté pour lui de sortir par le haut de cette histoire? Ou est-ce que volontairement, il se met dans des ennuis qui vont le conduire dans des prisons fédérales? Il y a d'autres histoires qui arrivent, d'autres affaires qui arrivent derrière, qui ont à voir avec la manipulation des élections à l'échelle nationale en novembre 2020.
Il y a une affaire fédérale, il y a l'affaire aussi de l'État de Géorgie. Exactement, l'affaire de l'État de Géorgie. Le comté de Fulton, plus exactement, en Géorgie. Où il aurait appelé, en fait, la personne pour lui demander... J'enlèverais même le conditionnel. Il l'a fait et tout le monde l'a entendu. Et tout le monde l'a entendu. Qu'il a donc essayé d'avoir un 11 impact sur les votes. 780 votes de plus, s'il vous plaît. Trouvez-les-moi. Trouvez-les-moi. Et évidemment, il ne les a pas obtenus. Mais ça, là, on est dans une affaire fédérale, donc elle est quand même plus importante, celle-ci. Oui, après, s'agissant de la Géorgie, il peut y avoir également des rebondissements fédéraux. Et là, on va déjà voir cette affaire-là, ce qu'elle va donner. Il y a aussi le 6 janvier, donc il y a encore des choses à savoir. Donc oui, Trump a de nombreuses casseroles et ça pourrait lui porter préjudice au bout d'un moment. Et pourtant, c'est pas ce qu'on voit dans les sondages. Pardonnez-moi, James Cohen. En fait, c'est ça. C'est que pour l'instant, il y a eu l'affaire de Stormy Daniels qui vient qui n'est toujours pas terminée. Je reconnais le paradoxe. La justice est parfois. Donc, comment vous l'expliquez, ce paradoxe qui est américain? Les rouages de la justice tournent très lentement, mais ils sont en train de tourner. Les rouages de la justice, mais l'électorat de Trump. Écoutez, vaste question, mais je pense qu'il faudrait opposer à ce style-là de républicanisme un vrai projet social et économique qui tire le pays vers le haut, plutôt que d'aller dans le sens d'un néolibéralisme sauvage accompagné de populisme raciste, etc. à la Trump. Il y a vraiment une alternative ici, il y a deux directions très différentes. Au sein du même parti? Non, au sein du pays. La polarisation. Voilà, il y a le côté Nicolas Conquer, mais pourquoi est-ce que les électeurs de Donald Trump continuent à l'adouber? Quoi qu'il arrive, on voit, je parle même, là, il y avait un certain nombre d'élus qu'on a entendus, mais au-delà de ces élus, effectivement, c'est ces électeurs qui continuent véritablement à vouloir à voter pour lui. Sa base est présente. Il a effectivement initié un courant. On voyait toutes les casquettes Make America Great Again, rouge et blanche. Mais au-delà de ça, c'est une vraie ligne qu'il a su insuffler, qui est l'America First. Remettre un peu la nation américaine au centre du dispositif et un peu sortir un petit peu de le côté swamp, donc le côté un peu l'establishment un peu corrompu de Washington. Et donc ça a suscité un fort adhésion de la part de la base populaire. Et de fait, aujourd'hui, il y a toute une génération de candidats et d'élus du camp républicain qui sont issus un petit peu de cette nouvelle ligne qu'il a su amorcer. Ils ont à juste titre raison d'être galvanisés quand on voit que vous aviez parlé des autres affaires. C'est important qu'on revienne aussi sur l'affaire Stormy Daniels, qui est le fait d'un procureur activiste qui a fait campagne sur le fait de se payer la tête de Trump, c'est-à-dire je vais l'accuser et le faire condamner sur un motif qui est absolument fallacieux, sans substance, sur la base d'un jury populaire. Donc il n'y a pas vraiment de... Ça met tout sur un même plan d'égalité, alors que là on est effectivement sur une affaire qui est sérieuse, qui est critique, et dont l'issue dépendra un petit peu de l'avenir politique et de l'avenir personnel de Donald Trump. Et justement, vous parliez de Floride, Christine Zumelo, Ron DeSantis, donc il est en ce moment le mieux placé derrière Donald Trump. Là, pour l'instant, on ne l'a pas vraiment entendu. Lui, il est plutôt prudent, donc il attend véritablement de savoir quelles seront les conséquences avant... on peut se dire de se lancer vraiment. C'est-à-dire qu'on peut se demander si effectivement Donald Trump est inculpé, donc ne se présente pas, est empêché de poursuivre la campagne qu'il a déjà engagée. Ça va laisser un vide dans le Parti républicain tel qu'il est aujourd'hui, et on peut se demander effectivement quel candidat va pouvoir occuper ce vide, alors DeSantis ou les autres. Est-ce qu'un candidat va réussir à se démarquer et à pouvoir rallier suffisamment d'électeurs pour gagner la primaire? Ou est-ce qu'on s'engage dans des primaires qui seront très morcelées, avec des résultats très différents suivant les États? C'est une question qu'on peut se poser. Oui, vous posez la même question, vous êtes d'accord? Oui, Ou est-ce que Trump va tout dominer au final? Non, on ne sait pas si Trump va tout dominer, parce que, en effet, s'il venait à être condamné, mis en prison, il pourrait y avoir un report de l'électorat, même s'il semble ultra galvanisé autour de la figure de Donald Trump. Ça commence à devenir difficile d'être candidat en prison. Ça a été fait en 1920 avec Eugene Victor Debs. Une fois, donc, dans l'histoire des États-Unis, c'est ça? Oui, mais Debs savait qu'il n'avait aucune chance. D'ailleurs, il avait été condamné pour avoir violé l'Espionage Act. Donc c'est exactement ce qui est reproché à Donald Trump, c'est la même loi. Et Debs y était allé, il avait fait un bon score, mais donc il savait qu'il n'avait aucune chance de gagner. Là, les Républicains, c'est un des deux partis dominants aux États-Unis. Donc faire campagne en prison, non, c'est pas une ça commence à être compliqué. James Cohen, donc ça veut dire tout de même qu'il y a beaucoup, je dirais, entre les mains de cette juge, que l'enjeu est important et que finalement elle va peser. Oui, mais cette affaire va mettre un certain nombre de mois à se décanter et le procès va commencer.
Mais je ne peux insister que sur les autres affaires qui arrivent derrière et qui concernent des choses, si possible, encore plus ou au moins autant graves dans leurs implications. On accuse Donald Trump d'avoir tout simplement essayé de casser le processus électoral et de se déclarer vainqueur en 2020 et d'inciter toute une meute. Donc vous pensez qu'au bout d'un moment, avec cette accumulation, il y a bien un moment où ça va payer contre lui, disons. Ça va peser contre lui. C'est un peu ça ce que vous pensez? Cette bataille va continuer à être menée contre cette manière de faire de la politique, oui. C'est là où on voit, où on sort un petit peu de l'état de droit et on dit on va s'acharner sur une personnalité jusqu'à ce qu'elle soit coupable. On a désigné l'état de droit au contraire. Mais là, de fait, c'est genre juste on va empiler les affaires jusqu'à ce qu'au final ils finissent par tomber pour quelque chose, quoi, sans vraiment s'intéresser sur le fond de l'affaire. On présuppose. Si le fond compte. Le fond est là, le fond est grave. Bien sûr, on laisse l'état de droit s'exercer et aussi on évite d'intervenir, de faire de l'ingérence dans le cadre des élections qui sont en cours. Et dans n'importe quel autre pays civilisé, ça se produirait ça. Enfin, on créerait à l'ingérence dans une campagne électorale. Si vous veniez à faire museler, emprisonner votre opposant politique, je pense que, pour ne pas citer un Navalny ou autre, ça suscite un peu tout dire. Vous faites des sacrées comparaisons. On va tout de suite aller à Miami, retrouver notre correspondant et envoyé spécial d'ailleurs sur place, Mathieu Baba. Mathieu, bonsoir. On a vu le cortège avec Donald Trump justement se rendant vers le tribunal. Alors, ils sont toujours dans les voitures. On sait que c'est à peu près dans un peu plus d'une heure qu'il va passer devant le juge. Quel est un peu le climat? Parce qu'on a dit qu'il y avait des Proud Boys, qu'il y avait de la police, enfin. Quel est le climat sur place? Oui, on a dit qu'il y avait des Proud Boys et on a dit des choses justes en réalité, puisque les personnalités que l'on croise ici, les supporters de Donald Trump, les chefs d'associations de soutien à Donald Trump sont strictement les mêmes que ceux que nous avons croisés il y a quelques années, le 6 janvier 2021. Ce sont les mêmes que ceux qui se sont emparés du Capitole, ni plus ni moins, on les reconnaît, ils sont connus, en tout cas ceux qui n'ont pas été condamnés, ceux qui n'ont pas été envoyés en prison, ceux-là sont là et pour soutenir leur mentor qui, une fois n'est pas coutume, est à l'heure et même un petit peu en avance pour cette convocation absolument décisive pour lui. Vous parliez de l'ambiance générale dans Miami. Eh bien, on peut tout simplement dire que la pression est extrêmement forte dans cette ville, avec la présence de ses supporters qui ont sillonné toute la Floride et cette ville de Miami à bord de leur pick-up, parfois d'anciens véhicules militaires pavoisés de ces drapeaux que l'on connaît désormais, les drapeaux MAGA à l'effigie de Donald Trump, parfois déguisés en Monsieur Amérique. Cette pression est réellement palpable, en tout cas on le voit chez les policiers de Miami. Vous voyez derrière moi ces véhicules de police, il y en a probablement des centaines comme cela. En réalité, toutes les polices de l'État ont offert des renforts au maire de la ville pour bien garantir qu'il n'y aurait pas de débordement. Ce qui nous permet de deviner que la magistrate qui va recevoir Donald Trump dans un court moment maintenant va tenir compte de cette pression. Il est difficile d'imaginer qu'elle pourrait laisser apparaître un ancien président des États-Unis, Donald Trump, menottes au poignet, ce qui serait évidemment vécu comme une humiliation par ses supporters et ce qui directement entraînerait très probablement des débordements d'ordre sécuritaire, ce que tout le monde redoute réellement ici. Vous restez avec nous, Mathieu. On voit justement, pendant que vous parlez, le cortège qui avance, donc qui progresse vers le tribunal de Miami. Il y a une vraie pression, là, on peut dire, James Cohen. Écoutez, j'essaie d'expliquer, Mathieu, à Miami. Oui, mais merci pour ce reportage. Ça compte quand même aussi sur la décision du juge. La présence des gens dans la rue comme ça, les Proud Boys, j'espère que non. Mais j'essaie de regarder sur les images combien ils sont. Ça serait intéressant de voir s'ils sont quelques centaines ou quelques milliers. S'ils viennent, comme la loi le permet, en Floride, armés avec l'arme qui est apparente ou non. J'espère que la journée restera pacifique. Nicolas Conquer. On parle de pression, mais c'est juste qu'on n'est pas habitué à ce qu'un politique puisse mobiliser des foules. Là, on voit, c'est des gens qui sont absolument paisibles, qui prennent des photos du convoi qui sont en train de passer. Vous attendez à voir une foule qui va érupter en pleine violence. Joe Biden, lui, fait des meetings où absolument personne ne se déplace. Donald Trump, bien qu'il soit candidat et qu'il soit sorti de la Maison-Blanche, il arrive encore à mobiliser des foules. Il y a une vraie ferveur autour de sa personne. Mathieu, là, ils arrivent, justement. Peut-être que vous le voyez en direct, là, avec nous.
Oui, absolument. Ils sont juste derrière moi. Vous ne pouvez probablement pas les apercevoir puisque un dispositif de sécurité nous empêche d'être trop proche du sas d'entrée de ce tribunal. Mais effectivement, le convoi de Donald Trump est arrivé au tribunal fédéral de Miami. Il pénètre au moment où je vous parle dans l'enceinte du tribunal par une entrée dérobée, exactement là où ses supporters ne l'attendaient pas en réalité, ce qui me permet de vous dire que je vois courir autour de moi ces fameux militants radicaux pro-Trump, Proud Boys probablement, qui souhaitent absolument témoigner leur soutien à leur mentor, à leur patron, à leur chef, à leur président en réalité, puisqu'il faut bien rappeler que parmi ces supporters, une écrasante majorité considère que Donald Trump est toujours le président des États-Unis. Les statistiques sont absolument effarantes dans ces mouvements radicaux. 90% d'entre eux considèrent effectivement que l'élection lui a été volée il y a 2 ans. Ce qui explique au moins en partie leur détermination. Ils ne se battent pas uniquement pour Donald Trump, mais pour la Constitution des États-Unis. C'est leur discours. Un discours qui rejoint d'ailleurs celui de cette nouvelle passionnariat du Trumpisme, cette ancienne candidate à l'élection de gouverneur en Arizona, qui elle a tout simplement appelé aux armes si jamais Donald Trump était envoyé en prison cette nuit, ce soir, si Donald Trump devait sortir avec les menottes de ce tribunal, ce qui rejoint ce que l'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a finalement assez peu de chances pour que Donald Trump apparaisse humilié, menottes au poignet, ne serait-ce que par souci de préserver l'ordre public à Miami, cette ville de Floride. Voilà, on voit donc encore le cortège juste à côté de vous. Mathieu, on n'a pas encore vu Donald Trump sortir, puisqu'a priori la convocation, elle devra avoir lieu dans 1 heure, mais peut-être qu'effectivement il va sortir auparavant. Un petit mot justement, peut-être qu'on en est à la conclusion, Sébastien Natrol. Il y arrive justement à ce tribunal, pas de menottes. On ne sait même pas s'il va y avoir ce fameux shot, cette photo de Donald Trump. A priori, ce sera plutôt non. Alors, il est possible que cette photo soit faite, mais elle restera entre les mains du gouvernement fédéral, qu'on ne la verra très probablement pas. Et non, pas de menottes, puisque il n'y a pas vraiment de nécessité à le faire. Parce que ce qu'on reproche à Trump, ce n'est pas des actes de violence. On n'a pas peur qu'il agresse qui que ce soit ou qu'il s'enfuit. Donc non, il n'y a pas de raison de le menotter. Effectivement, il y a aussi peut-être un côté préservation de l'ordre public qui compte. Mais non, il n'y a pas de raison de faire cela. Et donc Donald Trump va arriver tranquillement au tribunal, en ressortira, fera certainement un discours. Il est prévu qu'il fasse un discours, oui. Voilà, et il rappellera donc ses fondamentaux, chasse aux sorcières, justice instrumentalisée. Voilà. Et voilà, et on se quitte donc sur ces images. Merci beaucoup d'avoir participé, Nicolas Conquer. Merci beaucoup, Christine Zumelo, Sébastien Natrol, et puis merci à vous, James Cohen. Merci Mathieu Mabin, donc, qui est en direct avec nous de Miami et qui va bien sûr rester avec nous toute la soirée pour suivre cette entrevue de Donald Trump et du juge. Et puis ensuite, bien sûr, on va continuer à en parler toute la nuit jusqu'à ce discours ce soir de Donald Trump. Merci de nous avoir suivis. Restez avec nous. L'actualité du